Salut à tous. La dernière vidéo que j'ai faite sur la situation au Venezuela remonte à mars 2017, et au vu des événements récents, il est temps de faire une mise à jour. Et si vous voulez vraiment tout comprendre sur la situation du pays depuis 1999, année de l'élection d'Hugo Chavez, eh bien je vous invite à regarder les deux précédentes vidéos avant de continuer celle-ci. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps, avant de continuer, voici un bref résumé de ce qui s'est passé entre 1999 et 2016. Hugo Chavez est élu en 1999 et met très vite en place une politique sociale basée sur des programmes financés par l'argent du pétrole, le pays ayant nationalisé la filière de longue date. Chavez ne se contente pas d'impulser des réformes sociales, mais transforme le régime politique qui devient bolivarien, une sorte de socialisme axé autour du concept d'alliance civico-militaire, donnant un rôle important à l'armée qui dirige plusieurs des programmes sociaux et sert à l'encadrement idéologique des chavistes via une réserve nationale politisée. Pendant cette période naît une bourgeoisie chaviste, la bolibourgeoisie, qui, comme les précédents politiques au pouvoir, goûte aux joies de la corruption et de l'enrichissement facile. En 2013, Chavez meurt d'un cancer, Nicolás Maduro, un de ses proches, est élu président de justesse. Il hérite alors d'un pays dont l'économie est dépendante du pétrole, et ce, d'autant plus que le chavisme a bâti son pouvoir en redistribuant massivement l'argent de la rente au détriment des autres secteurs de l'économie qui périclitent. Le secteur pétrolier lui aussi ne se porte pas très bien car le régime n'investit pas. La baisse du cours du pétrole en 2014 précipite le pays dans la crise. Les fonds pour les programmes sociaux s'écroulent, tout comme les réserves en dollars obtenues grâce à la vente du pétrole. Résultat, le pays dépendant des importations pour les biens de consommation ne peut plus acheter à l'étranger faute de réserves de change, ce qui crée une pénurie et une inflation galopante, et la pauvreté qui avait fortement régressé réaugmente. Cette crise sociale agit aussi comme un révélateur de l'état démocratique du pays. L'opposition anti-chaviste réussit à être majoritaire aux élections législatives de 2015, mais le Parlement est neutralisé par la Cour suprême qui invalide toutes les décisions des députés. Pour se justifier, la Cour suprême argue que l'élection de 3 députés de l'opposition est litigieuse. Elle annule aussi 2 tentatives de référendum révocatoire contre Maduro, déclenchées par voie parlementaire et par voie citoyenne, et pourtant prévues par la Constitution. Le chavisme, qui a toujours été un populisme un brin autoritaire, devient à partir de 2014 franchement antidémocratique. Résultat, la crise économique se double d'une crise politique. Et nous en étions restés là à la fin de la dernière vidéo, en mars 2017. Maintenant, voyons ce qui s'est passé depuis. Après un énième désaccord avec le Parlement, fin mars 2017, la Cour suprême décide de lever l'immunité des députés, puis quelques jours après, décide de s'arroger leur pouvoir législatif, arguant que la présence des 3 élus litigieux invaliderait toutes les décisions parlementaires. L'opposition, par la voix du président du Parlement, Julio Borges, appelle alors à des manifestations. Devant le tollé international, la Cour suprême fait machine arrière, mais les manifestations ont tout de même lieu et vont durer jusqu'en juillet. Des violences éclatent en marge de la mobilisation et font plus d'une centaine de morts, la police étant épaulée par les collectivos, des chavistes armés. Pour tenter de reprendre la situation en main, début juillet 2017, Maduro annonce la tenue d'une élection pour le 30 juillet, visant à nommer une assemblée constituante afin de rédiger une nouvelle constitution. L'intérêt est double, tenter de canaliser la grogne sociale sur le terrain politique, et au passage, se débarrasser du Parlement tenu par ses adversaires grâce à cette nouvelle chambre. Mais à ce moment, le chavisme est minoritaire dans l'opinion, et le gouvernement a déjà annulé les élections municipales et régionales de 2016 et début 2017, qu'il savait perdues d'avance. Aussi, pour s'assurer que cette nouvelle chambre ne leur échappera pas comme le Parlement, les chavistes mettent en place un mode de scrutin assez particulier qui ne repose pas sur le corps électoral classique, mais inclut le vote et la représentation de différents corps intermédiaires, ce qui permet à certains électeurs de voter 2 fois, à la fois comme citoyens et comme membres d'une corporation, mais tout le monde n'y a pas droit. Ainsi, 5 millions d'électeurs n'entrent pas dans ce double vote. Le but de la manœuvre est de diluer la force du vote citoyen en incorporant le vote de structures sociales acquises au chavisme. De plus, les critères pour être candidat à la constituante visent clairement à éliminer l'opposition. Les candidats ne doivent pas être membres d'un parti, et sur les 50 000 candidatures, seuls 6 200 sont validées, dont la plupart sont des chavistes ayant pourtant leur carte au PSUV. Le découpage électoral mis au point pour l'occasion sert aussi les intérêts chavistes. Sur les 545 sièges, 364 sont des élus territoriaux, 1 par circonscription municipale, quelle que soit la taille de la circonscription, ce qui désavantage les grandes villes, principaux lieux de la contestation. D'un point de vue formel, l'opération est une réussite. L'opposition boycotte cette élection, qu'elle s'est perdue d'avance vu le mode de scrutin taillé sur mesure, et les chavistes se retrouvent seuls dans cette constituante au pouvoir quasi illimité. Mais si sur le papier la manœuvre est bien jouée, dans la réalité elle n'a pas trompé grand monde, et le taux de participation officielle est de 41%, la MOUD, l'alliance d'opposition majoritaire au Parlement, elle, parle plutôt de 12%. Même la société qui fournit les urnes électroniques depuis des années dénonce une manipulation du taux de participation.
À partir de ce moment, en fait d'assemblée censée rédiger une nouvelle constitution, la constituante va se transformer en une sorte de comité de salut public, cumulant pouvoir exécutif et législatif, et agissant sur tous les plans pour détruire l'opposition. Exemple parmi d'autres, dès la mi-août, elle s'arroge le pouvoir de légiférer sur les lois ordinaires, rendant définitivement inutile le Parlement. Pour les régionales, elle modifie les règles pour se présenter, et dorénavant, les candidatures doivent être validées par elle. Également, les gouverneurs nouvellement élus devront lui jurer fidélité, ce que refusent naturellement certains gouverneurs de l'opposition, qui perdent ainsi leur nouveau poste. La constituante lève aussi l'immunité du vice-président du Parlement, Freddy Guevara, pour qu'il soit inculpé pour les violences lors des manifestations du début de l'année, une loi chaviste rendant responsables les organisateurs en cas de violence. Cette même loi avait déjà permis de liquider politiquement Leopoldo López, le principal leader de l'opposition lors des manifestations de 2014. Dans cette dérive totale du pouvoir, les chavistes eux-mêmes ne sont pas épargnés par la répression. Ainsi, la procureure générale du pays, Luisa Ortega, émet des doutes sur la sincérité du scrutin et souhaite mener une enquête avant que la constituante n'entre en fonction. Dès le lendemain, pour son premier jour de règne, l'une des premières décisions de la toute-puissante constituante est de démettre Ortega de ses fonctions et de lever l'immunité parlementaire de son mari député. Suite à cela, le couple doit fuir le pays. Toutes ces péripéties vont finir par avoir des conséquences au niveau international. De nombreux pays, dont les États-Unis, vont prendre des mesures de rétorsion contre le régime et contre certains hauts dignitaires, espérant leur faire infléchir leur politique en les asphyxiant économiquement. Mais ces mesures vont être contre-productives, et les chavistes vont ainsi pouvoir expliquer la crise en invoquant les éternelles explications anti-impérialistes et en faisant de l'anti-américanisme. De plus, pour contourner l'interdiction de faire du commerce avec le pays, Maduro va lancer une crypto-monnaie, le Petro, dont la valeur est indexée sur le prix du baril. Et pendant que sa manœuvre à tout va au niveau politique, au niveau économique, la situation empire, et l'inflation atteint des niveaux délirants. Elle s'établit à 2600% en 2017, 1 million de % en 2018 et pourrait atteindre 10 millions de % fin 2019. Pour répondre à la situation, le pouvoir augmente plusieurs fois les salaires, mais avec des chiffres d'inflation pareils, la mesure n'a que peu d'utilité. En août 2018, une nouvelle monnaie est mise en circulation, le bolivar souverain, valant 100 000 bolivars fuertes, et si le nombre de zéros des prix baisse, l'inflation, elle, ne se calme pas. Quelle que soit la monnaie, pour la population, la situation ne cesse de se dégrader. Entre 2014 et 2018, les Vénézuéliens ont perdu en moyenne 7 kilos et ceux qui le peuvent émigrent dans les pays voisins, contribuant à déstabiliser la région. On estime que 5% de la population vénézuélienne aurait fui le pays. Politiquement, après les manifestations d'avril à juillet 2017, l'opposition perd totalement la main, ses principaux leaders sont tous condamnés à des peines de prison, la constituante muselle les parlementaires, et la population, elle, se concentre sur sa survie. Le pays est au bord du chaos social, mais il est tenu d'une main de fer par les chavistes. C'est dans ce contexte que les élections présidentielles ont lieu en mai 2018 pour une investiture en janvier 2019. Là encore, il s'agit d'une manœuvre pour prendre l'opposition de court. La présidentielle a d'habitude lieu fin décembre. La MOOD, qui est une coalition de partis, se voit refuser le statut de parti et donc sera dans l'impossibilité de présenter une candidature unitaire. Elle décide donc de boycotter l'élection. De toute façon, les deux principales figures de la MOOD, Leopoldo López et surtout Enrique Capriles, qui avaient recueilli 49% des voix face à Maduro en 2013, sont tous les deux emprisonnés et privés de leurs droits civiques. Opposé à des inconnus, Maduro est donc réélu sur de forts soupçons de fraude lors d'élections ubuesques. Le pouvoir a distribué de la nourriture dans les quartiers populaires, les bureaux de vote dans les quartiers contestataires ont parfois été changés d'emplacement sans en prévenir les électeurs et installés dans des quartiers réputés violents. Maduro réélu, il commence son second mandat le 10 janvier 2019. Juan Guaidó, le jeune et nouveau président du Parlement, membre de la MOOD, appelle à des manifestations le 23 janvier pour protester contre ce nouveau mandat. Maduro, en réponse, appelle lui aussi ses soutiens à descendre dans la rue le même jour. En fait, pour Guaidó, la journée est un test pour voir s'il est soutenu par la population. Les Vénézuéliens étant au rendez-vous, à la fin de la manifestation, il se déclare président par intérim en s'appuyant sur la constitution bolivarienne. Très vite, des pays occidentaux et latino-américains reconnaissent Guaidó comme seul président légitime. Alors, est-ce réellement légal ou bien est-ce un coup d'État déguisé? De toute façon, vu la situation du pays depuis 2014, Guaidó est aujourd'hui le plus légitime d'un point de vue démocratique. Guaidó tente aussi de rallier les militaires à sa cause en proposant dès le 23 janvier une amnistie aux généraux qui le rejoindraient. Il faut dire que l'armée détient les clés du pays. Depuis l'arrivée de Chavez, son rôle n'a cessé de se renforcer. Outil de propagande, auxiliaire social via les programmes sociaux, et enfin gestionnaire. De fait, aujourd'hui, les militaires contrôlent une grande partie de l'économie. Ils gèrent PDVSA, l'entreprise nationale pétrolière, contrôlent tout un pan de la production et de la distribution alimentaire, possèdent leur propre banque, et un tiers des ministres de Maduro sont issus de l'armée.
Mais si entre 2017 et début 2019 plusieurs micro-soulèvements ont eu lieu, ce sont toujours le fait de petits gradés et de quelques soldats vite réprimés. Le haut commandement, lui, fait partie de la bourgeoisie et a très vite réaffirmé son soutien au régime. Après le 23 janvier, Guaidó tente d'asseoir sa légitimité auprès de la population en organisant de l'aide humanitaire. Un convoi est censé arriver de Colombie le 23 février, mais le jour J, l'armée attend à la frontière et empêche l'aide d'entrer au Venezuela, mettant même le feu à des camions. Pour organiser cette aide, Guaidó a dû sortir du pays alors qu'il avait une interdiction de quitter le territoire. Le 4 mars, il rentre au Venezuela sans être inquiété. C'est tout le paradoxe de ce bras de fer. Contrairement aux opposants précédents, Guaidó n'est pas arrêté, le pouvoir se contentant de neutraliser ses actions. Guaidó a le soutien officiel de nombreux pays, ce qui le protège, mais il y a aussi peut-être de la part du gouvernement une peur de déclencher la colère populaire. Et de fait, la situation est bloquée. La bourgeoisie s'accroche aux institutions, pour elle, c'est soit le pouvoir soit la prison, et Guaidó, lui, est incapable de prendre les rênes effectives du pays. Voilà où en est le Venezuela début mars 2019. La situation est plus incertaine que jamais. Et c'est sur cette incertitude que cette vidéo se termine. Si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine.